Les amis, c'est Renardinho. Je suis ravi de vous retrouver pour ce second épisode placé sous le signe du soleil de Corse, toujours. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir parce que certains éléments de celle-ci feront écho à ce que j'ai dit sur l'histoire de Corse dans la première, donc n'hésitez pas, je mets le lien dans la description. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vu, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner non plus, c'est moins cher que gratuit. Je me trouve actuellement à la pointe d'Aumigne, dans le village de Cargèse. On est à 1h30 au nord d'Ajaccio. Je vous avais laissé lors du dernier épisode à Piana, c'est le village voisin à 20 km au nord d'ici. Notre mission du jour, ça va être de rejoindre Cargèse par le sentier côtier et ça va nous permettre de parler de phénomènes liés à ce village tels que le nationalisme, l'identité ou le banditisme, la Corse quoi. Mais avant de commencer, un petit mot du sponsor de cette vidéo. Il fait chaud. Oui, il fait super chaud. Et tu sues. Ah oui, je suis à grosse goutte aussi. Et tu as soif. Et que ne rêvais-je pas d'une boisson désaltérante aux arômes naturels? Oli, c'est la boisson des bons abonnés. Et en ce moment, avec le code RONARD10, profite de moins 10% sur ta première commande. Téléportation! Ici, nous sommes à la tour génoise d'Aumigne. Bâtie dans la seconde moitié du XVIe siècle, cette tour a été le 27 avril 1731 le dernier retranchement pour 127 colons grecs attaqués par environ 2000 autochtones révoltés par cette présence étrangère sur leur terre. Après 3 jours de siège, ils réussissent cependant à s'échapper et à rejoindre Ajaccio par la mer. Alors vous allez lever un sourcil, c'est quoi ces salades de Grecs en Corse ? Fuyant les invasions turques, une colonie de Vikos grecs, et c'est pas le nom de la ville Vikos, a trouvé refuge ici avec l'accord de Gênes, alors propriétaire de l'île de Corse. La République oligarchique de Genova est à l'époque un des acteurs majeurs du bassin méditerranéen et du commerce maritime de 1284 à 1797, date à laquelle elle passe sous la coupe du Corse le plus célèbre du monde, non pas Tino Rossi, mais Napoléon Bonaparte. Pour autant, Gênes ne gâte pas ses réfugiés et leur indique un petit bout de terrain, loin des yeux, loin du cœur, en Corse, caillou aride bien pauvre sa mère, et spolié de ses maigres ressources. Forcément, cette arrivée d'étrangers pistonnés venus voler terre, pain et femmes n'est pas vue d'un bon œil par les locaux qui, entre deux nouvelles razzias morts, mettent à sac leurs abris et leur culture, préférant casser de l'étranger pauvre que de l'étranger colonialiste. On n'aime pas trop les gens dans ton genre par chez nous. Une fois l'île passée sous pavillon français, en 1773, le comte de Marbeuf remet un peu d'ordre dans les affaires locales et octroie sa protection aux familles grecques qui bâtissent Cargèse sur les ruines de leur ancienne colonie appelée Paomia, où petit à petit, les populations finissent par se mélanger. Mais malgré cette histoire mouvementée et sa petite taille, le village de Cargèse est l'un des plus connus de Corse. Pourquoi ? Parce qu'il est notamment lié à 2 figures emblématiques de l'île, qui permettent si pas de comprendre ces problématiques, au moins d'en parler et de les analyser. La première de ces 2 figures, ce n'est pas cette vedette qui a passé sa jeunesse à Cargèse. Mais vous en avez sûrement déjà aussi entendu parler, c'est Ivan Colonna. Fils du député PS des Alpes-Maritimes Jean-Hugues Colonna, berger et indépendantiste patenté, avec 4 compagnons d'armes du FLNC, un groupe clandestin redouté de l'île, il passe à l'acte et abattent en 1998 le préfet de Corse, Claude Érignac, en plein Ajaccio. Pour donner un peu plus de contexte, il faut comprendre le projet d'indépendance corse qui fait suite à l'annexion française expliqué dans notre premier épisode et surtout le climat de division des années 70 à 2000 où je me rappelle encore des JT de mon enfance, ça explosait régulièrement en Corse et il ne faisait pas bon être pinzout sur l'île. 30 ans plus tard, les projets d'indépendance semblent lointains, naïfs, mais à l'époque ils font rage et débat, non seulement entre les Corses, mais aussi au plus haut de l'État français qui se retrouve en pleine crise d'autorité et refuse tout dialogue face à divers mouvements séditieux et rebelles, souvent armés, qui selon du côté où l'on se place, riment avec terrorisme ou résistance. Cette fois pourtant, en abattant froidement le représentant de l'État sur leur terre, les indépendantistes ont tapé fort, trop fort. En cavale 4 ans, tandis que ses compères étaient déjà au frais, Colonna finira par être rattrapé
jugé et reconnu lui aussi coupable de l'assassinat du préfet, puis condamné à perpétuité comme ses camarades. Bien qu'il clamera toujours son innocence, Colonna est en particulier désigné comme étant le tireur au sein du commando et subira après une série de procès houleux, puis tout au long de sa détention, une sorte d'acharnement et de négligence de ses droits de prisonnier, l'érigeant en martyr ou symbole de la cause nationaliste corse et des mauvais traitements de l'État français, bien décidé à en faire un exemple. Il meurt à 61 ans, toujours incarcéré à la prison d'Arles, des suites d'une agression d'un autre détenu, tandis que comme ses frères d'armes, toutes ses demandes pour purger sa peine sur son île ont été rejetées de son vivant. Ce qui me lie à Cargèse et à son histoire, c'est que durant mes premières pérégrinations en 2022, alors que je faisais du stop à Pontelec, je me suis fait prendre en stop par une dame qui se rendait aux funérailles d'Ivan Colonna, car c'était son cousin. Moi, je n'avais aucune idée du fait qu'il venait de mourir, ni de ce qu'il représentait ici. Je savais seulement que c'était le coupable désigné par la justice et par les médias dans l'affaire Erignac. Et comme je faisais un petit reportage photo sur ma découverte de l'île, que je me trouvais au bon endroit au bon moment, j'ai donc assisté aux premières loges aux funérailles d'Ivan Colonna. J'ai discuté avec pas mal de locaux au sujet de Colonna, et les uns croyaient fermement à son innocence, quand d'autres me disaient qu'il payait bêtement la conséquence de ses actes, ou simplement s'étaisait parce que la question soulevait d'énormes problématiques qui outrepassent la culpabilité ou non de l'individu, et qu'ici tout le monde ne tient pas à afficher son soutien à l'indépendance ou à ses mouvements. Si vous vous en souvenez, les émeutes qui ont suivi sa mort ont embrasé l'île entière qui se révoltait non seulement car un de ses fils mourait, mais surtout loin de chez lui, car on lui refusait son droit à revenir sur ses terres, et c'était là, de l'avis de beaucoup, un nouvel exemple du traitement spécial réservé au peuple corse. J'ai pour ma part couvert, toujours comme photographe, une manifestation ultra-violente à Ajaccio, quelques jours plus tard, et été salement amoché par nos forces de l'ordre. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article assez complet à ce sujet, et le lien est lui aussi dans la description. Reste que si aujourd'hui les choses ont fini par se calmer, avec une promesse d'autonomie lâchée comme un os à ronger pour la population, vous aurez toujours l'opportunité de voir fleurir sur les murs de chaque ville ou village corse un Gloria a te Ivan ou un pochoir de cette figure de la résistance corse. Voilà, je me trouve maintenant à la plage du Pérou de Cargèse, lieu tristement célèbre puisque la paillote qui est derrière moi est le lieu d'assassinat de son propriétaire Massimo Susini, qui est une figure maintenant donc très célèbre et symbolique de la lutte anti-mafia corse. Il a été assassiné le 12 septembre 2019 par un tireur embusqué. Connu pour son engagement nationaliste, ce restaurateur de 36 ans est une nouvelle victime de la mafia qui sévit sur l'île. Publiquement opposé à leurs pratiques et refusant de payer le moindre pizzo, voix écoutée et populaire dans son village, notamment auprès des jeunes, Massimo était sans doute devenu trop embarrassant. Si son assassinat sommaire a tant ému, c'est aussi qu'il rappelle qu'être nationaliste ou indépendantiste n'est pas un totem d'immunité face à une entreprise mafieuse corse conduite par l'unique profit. Aujourd'hui, 6 ans après les faits, l'enquête judiciaire sur ce crime est toujours étrangement au point mort et ne semble pas vouloir avancer, créant un sentiment d'injustice, un dégoût envers les autorités et cette fâcheuse tendance qu'ont les Corses de régler leurs affaires entre eux, sauf quand on s'attaque à la mafia. Mais le cas de Massimo n'est ni anodin ni isolé, et il me permet de donner un peu plus de profondeur aux statistiques suivantes. Rapportée à sa population de 351 000 habitants en 2022, la Corse possède le taux d'homicide le plus élevé de France, et la médaille d'argent à l'échelle de l'Europe derrière la Lettonie. Elle détient une autre galette, l'un des taux de détention d'armes les plus élevés d'Europe. En 2023, on a dénombré 76 attentats à l'explosif ou incendie volontaire et 18 assassinats en plus des 16 tentatives. Aujourd'hui, comparé à la Sicile, berceau historique du phénomène mafieux, vous avez 6 fois plus de chances de vous faire couler une nouvelle paire de chaussures au fond d'un golfe corse. Le phénomène de mafia n'est cependant pas récent et il est à ce point préoccupant qu'en 2025, une note de la Direction nationale de la police judiciaire
indique qu'une vingtaine de bandes se partagent l'île et que, je cite, « la majorité d'entre elles ont pénétré tous les secteurs politiques, sociaux et économiques de l'île et cherchent à dominer les activités légales qui leur semblent les plus profitables. » Ces activités, notamment liées au tourisme dont profite la Corse, leur offrent une façade tranquille pour blanchir l'argent sale du trafic de stupéfiants, dont historiquement des Corses organisaient le marché, notamment pendant les années 70, via la French Connection à Marseille, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle famille mafieuse de Bastia, la Brise de Mer, qui ouvre le trafic sur l'île, jusqu'alors protégée de la CAM. Mais la filouterie en Corse relève d'un sport national et ancestral. Des magouilles du petit patronat jusqu'aux accointances mafieuses entre le petit bar ajaccien et son club de foot, aujourd'hui liquidé, tenu par une ancienne figure du nationalisme corse, c'est tout un nuancier de l'ascar qui se déploie en passant par le soutien de politiques et la connivence d'entreprises aux activités variées. Calqué sur un modèle similaire décentralisé des grandes heures de la mafia sicilienne, le crime organisé corse prend lui aussi ses sources dans un paysage mouvant et chaotique de transition et de fin des grands régimes impériaux ou royalistes. La mafia répond à une demande d'ordre des possédants dans une société qui s'émancipe, se libéralise, où la liberté de destin individuel d'entreprendre ou d'association règne. C'est une réunion opportuniste qui surgit de la réorganisation des forces qui constitue la société civile avec un éparpillement des richesses et du capital qui n'est plus seulement détenu par la noblesse ou le clergé, mais voit une nouvelle classe lui faire de l'ombre, la bourgeoisie. La bourgeoisie elle-même tient dans sa coupe et exploite le prolétariat, et la mafia, d'anciennes bandes d'hommes, sont légitimées par les possédants pour faire le sale boulot, devenant ainsi bergers afin de garder le troupeau tranquille, que ce soit en fournissant à ce peuple du pain, des jeux, du travail, des aides, ou en le réprimant, en l'intimidant. Qui appeler quand dans votre exploitation vos foutus employés ont maintenant le droit de grève et rechignent à la tâche? Qui pourrait bien faire changer d'avis un nouveau concurrent qui vient casser votre monopole sur un marché? Outre ces services, leurs activités principales se déportent sur la prostitution, la contrebande et le trafic d'alcool, puis de drogue, secteur non réglementé par l'État, où elle a le champ libre d'organiser le marché et d'éteindre la concurrence à sa manière. Et c'est dans cet espace où, de par l'insularité et la proximité des acteurs qui grandissent ensemble ou partagent des liens de sang, les infiltrations de la mafia sont facilitées dans un territoire où un ordre étatique extérieur et étranger cherche à imposer sa domination, mais doit aussi composer avec des locaux bien plus à l'aise avec leurs terres et spécificités, et souvent plus enclins à tirer parti de leur position pour leur propre profit plutôt qu'à jouer le jeu du pouvoir en place. Une fois ceci énoncé, que dire de la situation actuelle? Eh bien, elle est tout à la fois opaque et inquiétante. Cet été encore, Calvi était en proie aux flammes et incendies volontaires de bateaux touristiques, vraisemblablement pour couler la concurrence sur un secteur aussi juteux que celui des balades en mer, où les visiteurs affluent pour apprécier d'un autre point de vue les beautés uniques de l'île. Et si des associations et des habitants se saisissent de ces problématiques, le sujet ne semble malheureusement pas être la première préoccupation de l'État. Les amis, on se retrouve pour la pause déj au milieu d'un décor de rêve. Lors de la précédente vidéo, on avait mangé thaï et ça a suscité pas mal de commentaires et de contestations. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de remédier à ça et plutôt que de manger dans un restaurant corse et de m'y faire assassiner lors de l'addition, j'ai choisi une sorte de micro-panier repas typique du berger perdu dans le maquis comme je le suis actuellement. Alors du coup, pour ça, on a besoin
d'une petite saucisse de la charcuterie Mattei qui est ici, avec des porcs nés et élevés en Corse. Alors ça, c'est une chose assez rare puisque, comme vous le savez peut-être, les spécialités de charcuterie corse sont nombreuses. Mais il faut savoir que toutes les charcuteries qui sont proposées dans les supermarchés, etc., il y a de très très grandes chances que ce soit des cochons au mieux élevés en Bretagne ou ailleurs en France. Au pire, quelque part en Europe, style Roumanie. Et sinon, après, ça vient de Chine également. Il y a des charcuteries corses qui sont faites à base de cochons élevés en Chine. Voilà. La deuxième chose, une petite spécialité corse qui ressemble à ça. Alors, ça s'appelle un bastel. C'est une sorte de pâte à pain qui est aplanie et dans laquelle on vient fourrer différentes choses. Ça existe à la courge, ça existe à la pomme de terre, ça existe aussi à l'oignon confit et moi j'ai pris à la blette parce que c'est vraiment typique d'ici et c'est quasiment le seul moyen de me faire manger de la blette, je pense. Allez, c'est parti. Here we go! C'est un peu sec, hein, naturellement. Par contre, il faut s'assurer d'avoir un litre de pinard pour pouvoir descendre le truc, hein, putain. Eh ben écoutez, c'est délicieux. Il est sec comme il faut et il a encore tout ce gras un peu sointant. Il vient pas vous casser les dents et il a ce petit goût de fumée que moi j'adore. Ah, c'est un délice. C'est vraiment un délice. Alors pour la boisson, je voulais faire dans le local aussi. Et dans le petit spar où je suis allé, pas moyen de trouver la boisson que j'avais en tête, qui était un petit soda à partir de clémentine, puisque au rayon gastronomie de la Corse, il y a les agrumes aussi. Salut Renardinho du passé, c'est Renardinho du futur, mais du passé parce qu'on est quand même dans la vidéo, bref. Alors j'ai trouvé la boisson corse que je cherchais et ça n'est pas le Liptonic qui a vécu sa meilleure carrière ici sur l'île. C'est une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre ici, puisque moi j'ai vécu la sortie de cette boisson, le Liptonic, et j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Bref, la boisson à laquelle je faisais référence, c'était la Corsica. Voilà, on n'en trouve vraiment pas tout le temps et c'est une boisson gazéifiée au jus de clémentine et à l'infusion de népita. La népita, c'est quoi? C'est une plante aromatique, un peu comme la menthe ou la marjolaine, ce genre de choses. Une bonne santé, hein? Chin. Ça ressemble un peu à de l'orangina forcément, hein, dans la famille des agrumes, mais aussi parce que le goût de l'agrume est très très présent. La boisson remplit son contrat. Voilà, je suis arrivé au bout du bastel. Et ça va me permettre de passer au dessert. Alors là, je vous ai pris une autre petite spécialité d'ici, à la farine de blé. Il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de spécialités à base de farine de châtaigne, parce qu'il y en a beaucoup dans les forêts corses. Mais pour le blé, qui est aujourd'hui beaucoup importé sur l'île, on a notamment les canistrelli, qui sont des petits biscuits à base de farine de blé. Et traditionnellement agrémenté de petites pointes d'anis pour aromatiser le tout. Alors, faut bien se représenter que ça, c'est un canistrel et c'est un étouffe chrétien sans nom. c'est très très sec. Donc je m'en suis pris deux. J'en ai un deuxième pour celui-ci est nature et le deuxième est aux amandes et aux pépites de chocolat. Alors vous le voyez, ça a ce petit aspect de gâteau sablonneux. Pour déglutir, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, hein. C'est insoupçonné le pouvoir de ces petits gâteaux-là. En tout cas, sachez que si vous tombez dans le désert avec une cargaison de ça, c'est pas un cadeau. Pour la performance, voici celui aux amandes. C'est globalement la même merde. Et là, le dernier, au chocolat, pépites de chocolat. Quand on en arrive à gâcher le goût du chocolat avec un gâteau, bon.
Voilà, nous sommes arrivés au village, un village qui s'étale toujours un peu plus du fait du nombre de constructions, notamment de résidences secondaires ou à destination du tourisme, partagées entre son port d'un côté et sa plage de l'autre. Comme en Grèce, on peut y retrouver, et ce pour mon plus grand bonheur, une foultitude de chats à l'état variable qui errent dans ces maigres ruelles. L'été, le village fourmille, on entend tous les soirs un concert, dans un bar ou un restaurant de la commune. Ces murs portent le souvenir des 2 enfants du village perdu et de graffitis nationalistes. Comme Cargèse se partage entre influences corse et grecque, elle possède 2 églises qui symboliquement se font face. D'un côté du centre de cette arène, l'église catholique latine de l'Assomption, bâtie entre 1822 et 1828, et de l'autre, l'église grecque orthodoxe Saint-Spiridon, bâtie entre 1868 et 1874 sur une ancienne chapelle orthodoxe de 1775. Sachez que si le corse est enseigné à l'école en option, il est également toujours possible d'apprendre le grec à Cargèse, même si trouver quelqu'un qui de nos jours le parle encore relève du défi. Enfin, on le sait peu, mais les plages au nord de la tour Domigne, à savoir Aron et Ciuni, sont un lieu historique car elles ont servi de lieu de débarquement pour les Alliés et leur matériel en février 1943 afin de reconquérir la Corse, qui deviendra le 5 octobre de la même année le premier département français libéré de l'occupation, grâce non pas au soutien anglais ou américain, mais aux armées d'Afrique et aux résistants présents en Corse et en Italie. Voilà, je suis rentré à la maison, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est la plus belle de mes récompenses dans ce petit projet. Même si je pensais faire seulement 2 vidéos sur la Corse, je vais en faire une 3e et dernière pour finir, c'est promis, ça sera la dernière. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que le sujet est vaste, complexe, et qu'il y a plein de problématiques à couvrir. C'est hyper intéressant, je trouve, et très révélateur de tout ce qui se passe dans notre pays, en France. J'espère que ça vous intéressera, ça arrive assez vite, d'ici la fin du mois, j'espère. Et d'ici là, n'hésitez pas, mettez la petite cloche pour être prévenu de la publication de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.